Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, une thématique aujourd'hui qui va s'intéresser à l'arrivée des constructeurs chinois en France, en Europe. Il y a pas mal de ballons d'essai, de grands noms connus évidemment en Chine qui sont en train d'arriver sur le marché européen. On va voir si leur arrivée va être très progressive. Certains ont des craintes sur ces voitures électriques, ces SUV pour l'instant 100% électriques qui sont en train d'arriver sur le marché. On va voir quelle importance ils vont prendre au fil des années. On en parle avec nos 4 consultants ici, 4 spécialistes en studio. José Bagdad, bonjour. Bonjour. Responsable du secteur automobile chez PwC. À vos côtés, Guillaume Crunel, bonjour à vous. Même titre à peu près chez Deloitte, responsable du secteur automobile. Merci à vous d'être là. Et en face, Guillaume Kerbrat, directeur associé TNP Consultant. Et Lorraine Morard, analyste chez IHS Markit. Merci beaucoup à vous d'être là. Peut-être une première question avec vous, Guillaume Crunel. Cette arrivée, donc voilà, petit à petit, de constructeurs chinois, ça passe par l'électrique évidemment. Est-ce qu'on est au stade du ballon d'essai ou c'est le début d'un mouvement vraiment de fond? On sait que par exemple Jean-Dominique Sénard a dit que ça l'inquiétait, pas que ça l'inquiétait, mais qu'il a vu arriver les pneus chinois quand il était patron de Michelin et qu'il se dit que quand il voit la vague arriver avec la qualité, le prix plus bas, etc., est-ce que cette comparaison-là, on n'y est pas encore? Est-ce que ça peut arriver? Voilà, comment vous l'analysez là en ce moment, en 2021? Je pense que la première chose à voir, c'est qu'on est dans un monde qui bascule vers l'électrique. Dans cette configuration-là, on a évidemment toute une chaîne de valeur et des acteurs principaux majeurs qui sont chinois, avec un savoir-faire, une chaîne d'approvisionnement et une compétitivité prix qui existe. Donc c'est clair qu'il faut regarder ça de manière tout à fait éclairée. Maintenant, je vais faire un peu d'histoire contemporaine, c'est celle qu'on a le plus tendance à oublier. L'invasion chinoise en Europe, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Ouais, c'est ça. On a fait 3 ou 4 mondiales de l'automobile en voyant beaucoup de gens dans les stands. Finalement, les voitures, on les a peu vues dans la rue. Ouais, c'est ça. Donc il y a deux choses, il y a les annonces, il y a les produits, et puis il y a la capacité à comprendre le marché, la capacité à distribuer, à être présent sur du SAV, à être là dans le temps. Alors oui, il y a une offre qui va probablement avoir du sens. Maintenant, il y a tout un écosystème à construire, il y a tout un organisme, une connaissance du marché qui reste à construire pour ces acteurs-là. Donc oui, il faut regarder ça de manière attentive, sereine, mais je ne vois pas la déferlante arriver du jour au lendemain en Europe. Ouais. Il y a pas mal de choses qu'on va évoquer dans ce que vous avez dit. Peut-être juste pour se rendre compte du nombre de constructeurs présents en France, en Europe. Lorraine Morard, vous avez travaillé là-dessus chez IHS Markit. Oui. Donc c'est quoi là en 2021, si on dit constructeurs chinois en France, qu'est-ce qui existe concrètement? Alors en 2021, c'est 11 marques présentes en Europe. En Europe, voilà. 11, d'accord. On s'attend à en avoir 15 en 2025. Donc l'accélération, elle s'est faite surtout en 2021. En termes de présence de marques qui sont arrivées. Et en termes de modèles, c'est 22 modèles en Europe qui vont être présents fin 2021, donc entre les lancements et les modèles déjà en place. En 2025, ce serait 45 même modèles qu'on attend en 2025. Donc petit à petit, donc voilà. Donc ça va s'accélérer. Les marques sont déjà présentes, elles vont juste avoir plus de modèles à proposer. Voilà, mais c'est vrai, on rejoint un petit peu, je vais rejoindre le point qui a été évoqué juste avant. Oui, il va y avoir des modèles en plus, mais ça va rester très limité. Il y a des enjeux très importants qu'on va sûrement réévoquer encore aujourd'hui. Mais à ce stade, en termes de vente, c'est encore... c'est très limité. Ouais. On s'attend à ce que les volumes qui ont été atteints en 2020 soient multipliés par 5 en 2025. Mais voilà, au-delà de ça, ça ne va jamais... Cette tendance-là pour l'instant. José Bagdad, si on fait juste un petit focus France, donc il y a un modèle comme A-Waze, un peu à la Tesla, si on veut résumer, uniquement en ligne, avec, ils essaient justement, on parlait de SAV avec Guillaume Crunel, de mettre en place quelque chose de rassurant avec des partenaires pour l'après. Et il y a un modèle plutôt comme MG Motor, avec plutôt s'appuyer sur un réseau de concessions. Il y en a 2 ou 3 qui sont en train d'arriver. Lynk & Co, c'est plutôt l'aspect location. Voilà, donc on voit qu'il y a des débuts de modèles qui existent. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qui, à ce stade-là, prend le pas? Les acteurs chinois vont aussi, comme les acteurs plus classiques européens déjà installés,
remettre en cause le modèle de distribution, travailler différemment avec des partenaires pour pouvoir mieux s'implanter. Et eux, comme ils n'ont pas d'historique, trouver le meilleur moyen en fonction de leur business model pour s'implanter. On va avoir des acteurs plutôt haut de gamme qui vont faire en sorte d'être plutôt en face de Tesla ou de marques allemandes, et d'autres qui vont plutôt être des acteurs sur du low cost, faire en sorte d'être très agressif commercialement et donc avoir une démarche différente, beaucoup plus digitale, avec un service après-vente très limité. Donc on va avoir un panorama qui va se transformer comme à l'image de la transformation qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur. Ouais. Guillaume Kerbrat, qu'est-ce qui peut faire aussi la différence? Parce que ça devient un outil tech. C'est des SUV, pour la plupart du temps, en tout cas, le point d'entrée, c'est souvent le SUV 100% électrique. Il faut aussi arriver à être rassurant, crédible. Ça fait partie des enjeux. Ça fait partie de l'enjeu, effectivement, mais aujourd'hui, on voit que c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans quand ils ont essayé de venir pour la première fois en Europe, des crash tests catastrophiques. Et voilà, on voit qu'ils ont 5 étoiles. On voit qu'en termes de sécurité, on n'est pas dans le low cost. On a des aides à la conduite qu'on a sur des premiums allemands, et tout ça pour des prix quand même très intéressants. Donc finalement, en fait, on en a plus pour moins cher. Et en plus, comme on rajoute les subventions de la transition énergétique, on arrive sur des offres qui sont quand même bien placées. Et on n'est plus du tout sur la qualité chinoise qu'on pouvait dire il y a quelques années. La preuve, ils travaillent avec des équipementiers européens. Ouais. Et en plus de ça, maintenant, on voit qu'ils sont aussi soutenus par les gros de la tech chinoise. Donc tout ça crée un écosystème qui est quand même très valorisant. Parce que oui, c'est un peu l'image, Guillaume Grunel, on passe du low cost plutôt au premium. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec un Huawei, par exemple, sur le téléphone portable, qui était quasiment inconnu il y a 10 ans, et maintenant on sait que c'est des outils tech de très très bonne qualité. Est-ce qu'il y a cette idée-là aussi Je pense qu'il faut se départir de l'idée qu'on peut avoir de ce qu'est une industrie chinoise et de la qualité du produit tel qu'on l'a conçu pendant des années. Ouais. On est sur un secteur qui a appris, qui a développé, qui a sa propre ingénierie et une avance dans le digital et dans certaines technologies qu'on peut leur envier très clairement. Donc on est vraiment sur une offre et une opposition qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu avoir par le passé. Ouais. Après, la vraie réalité, c'est pas, il y a le produit et puis il y a la manière d'adresser le marché. Et ça, c'est une toute autre histoire. Faire une voiture technologiquement aboutie, de bonne qualité, ça, c'est à la portée de beaucoup de monde. La vendre de manière massive, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle de déferlante chinoise, ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui vous semble le plus cohérent? C'est le modèle highways ou le modèle où on s'appuie quand même sur un réseau? Parce qu'il faut rassurer, il faut se faire connaître, Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut quand même rester avec un certain nombre de valeurs ou de mécanismes qui sont propres à la distribution automobile classique. Ça reste quand même le gros du marché. Il y a un problème d'acceptabilité, de pricing. À combien ces voitures peuvent être vendues? Nous, dans nos études, on sait qu'au-delà de 30 000 et probablement autour de 25 000, il y a un prix psychologique. Donc la vraie question, c'est comment on apporte ces voitures-là. Aujourd'hui, les gros SUV chinois ne sont pas dans ces ranges-là. Ouais. Donc la vraie bascule, elle est en dessous. C'est là. Et aujourd'hui, quand on regarde les choses de manière assez amusante, la voiture qui est technologiquement aboutie, plutôt de bonne qualité, et puis avec un prix relativement attractif, chinoise, c'est la Spring de Dacia, qui est une voiture à la base française. Donc, voilà, tout ça est beaucoup plus compliqué, mais on va voir ce qui se passe. Oui, effectivement. Et peut-être juste pour refaire aussi, on a parlé du nombre de constructeurs en train d'arriver. Lorraine Morard, sur les pays, donc on a parlé de la France, est-ce que forcément ils vont tester le marché sur des pays où déjà il y a déjà des bornes, il y a déjà une habitude de l'électrique? C'est ce que l'on peut observer? Effectivement, c'est vrai que la technique, souvent, c'est de démarrer dans quelques pays en Europe et après de voir si on peut s'étendre. Ouais. Ou repartir. Ou repartir, effectivement, si ça fonctionne ou pas. Je vais citer la Norvège, qui est un très bon exemple. C'est vrai que c'est un pays où ils sont très en avance parce qu'ils ont des contraintes réglementaires qui sont très strictes, comme nous en Europe aussi, mais eux, elles sont beaucoup plus proches. Pour rappel, en 2025, ils ne pourront plus vendre de véhicules thermiques. Ouais. Donc l'électrique, c'est en vraie accélération là-bas. Effectivement, les infrastructures sont en place, les gens sont prêts à acheter un véhicule électrique. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi ce frein-là à mentionner. L'électrique, tout le monde n'en achète pas encore aujourd'hui. Donc est-ce qu'acheter un véhicule électrique plus un véhicule d'une marque chinoise qu'on ne connaît pas, est-ce que c'est pas un peu trop, je ne vais pas dire effrayant, mais bon, voilà, il y a pas mal de freins. Clairement se poser la question. Donc ça va être des pays comme la Norvège, des pays comme la France aussi, où il y a des aides à l'achat de véhicules électriques qui sont assez importants, encore pour l'instant. On espère qu'elles vont durer encore quelques années, mais voilà, ça va être ce type de zones qui vont être ciblées au départ. Ouais. José Bagdad, quels sont les challengers, ceux qui sont les plus
plus solides a priori, c'est des NIO, des XPeng qui sont en train d'arriver. Alors pas trop en France, mais ça va sûrement venir. J'ai plus tous les calendriers en tête de chaque constructeur, mais en tout cas, voilà, quels sont ceux qui paraissent le plus solides? Ouais, c'est compliqué de dire parce qu'on voit qu'il y a d'abord sur le marché domestique chinois une vraie concurrence, une férocité et sans doute une reconstruction même du marché domestique. Ouais, et les vainqueurs. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y a plus d'une centaine de marques sur l'électrique simplement. Oui, et donc ils vont se concentrer parce qu'il y a eu beaucoup de subventions de l'État chinois pour justement faire émerger une technologie électrique à la pointe. Ils ont réussi. Aujourd'hui, ils laissent les acteurs quelque part s'affronter pour se concentrer et créer des champions nationaux qui vont ensuite aller conquérir d'autres marchés internationaux, que ce soit en Asie et puis sans doute pas tout de suite en Europe, mais assez rapidement. Et on verra un certain vainqueur. Peut-être des marques comme BYD vont être aussi très importantes avec une marque plutôt premium, jouer dessus et essayer de faire la différence. Il sera certain qu'au départ, il y aura des réticences pour des marques plus low cost de pouvoir s'engager sur le marché européen. En tout cas, il faudra... je pense que l'enjeu pour eux, c'est de pouvoir créer la bonne image, à la fois de la technologie, rassurer, et aujourd'hui ils ont moyen de le faire, et puis donner envie, et donc ils doivent mieux comprendre le marché européen pour ça. Oui, effectivement. Et alors, Guillaume Kerbrat, est-ce qu'on peut imaginer un Tesla chinois ou est-ce que il n'y aura jamais d'autres Tesla parce qu'il n'y a pas deux Elon Musk? Mais en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer malgré tout un modèle en ligne notamment pour se faire connaître, jouer sur le côté premium? Alors déjà en termes de produits, il y a des approches à la Tesla. Ils approchent par le haut, par des voitures de sport. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de MG, qui est un constructeur historique, qui est un SAIC, mais en fait on voit beaucoup de nouvelles entités qui ont 5 ans. NIO, c'est 2014. XPeng, c'est 2014 aussi. Donc, c'est des nouveaux acteurs. Ils partent de la feuille blanche. Ils sont très bien capitalisés. Et ils ont des produits intéressants. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir une approche à la Huawei. L'analogie avec le téléphone portable est vraiment très intéressante. On a Apple, c'est Tesla, c'est l'innovant, il fait ce qu'il veut. Voilà. On a Samsung, c'est le co-leader, enfin c'est même le leader. C'est des Kia, et on peut faire l'analogie avec les Coréens aussi, qui ont aussi eu un peu la même histoire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et puis après, derrière, on a les 3e et 4e Huawei, Xiaomi. Xiaomi, c'est très très récent comme marque. Et aujourd'hui, ce n'est pas du low cost. C'est une offre très valorisante qui concurrence clairement Apple en qualité. Donc, pour moi, les XPeng et les NIO se positionnent sur ces... Ouais, Xiaomi qui a beaucoup investi, alors les trottinettes et aussi sur la voiture électrique avec des partenaires, mais effectivement, c'est des noms qui vont devenir de plus en plus au courant pour différents produits en plus. Et ils viennent d'arriver. Kia, Hyundai, c'est des gens qui sont arrivés il y a 25 ans en Europe. Dans 25 ans, tout le monde connaîtra ces marques-là, si ils réussissent à résister à la concentration. Guillaume Crunel, je parlais de ballon d'essai en posant la question. Je vois que Aiways, par exemple, ils installent une filiale en Allemagne pour lancer leur modèle. Donc, on est quand même au-delà du ballon d'essai, c'est qu'on a envie quand même de comprendre le marché. On va en Allemagne, on s'installe, voilà. Donc il y a aussi des vraies démarches. Bon, je pense que l'installation en Allemagne pour des headquarters européens de constructeurs asiatiques, c'est quelque chose d'assez classique. Maintenant, oui, on peut pas. Très vite. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'industrie chinoise aujourd'hui, elle est excédentaire. Elle sera excédentaire en production. Il y a ils sont devenus majoritaires sur leur propre marché. Ils ont les capacités de production. Ils ont des coûts d'exploitation qui augmentent avec le niveau de vie. Il faut qu'ils aillent chercher du revenu ailleurs. Donc l'arrivée en Europe, elle est légitime. Elle viendra. Est-ce qu'on verra des voitures chinoises? Évidemment. La vraie question, c'est est-ce qu'on en voit un peu beaucoup ou vraiment beaucoup? Donc là, on va avoir à face de nous des vrais, ça a été rappelé, des vrais industriels vraiment capitalisés. Enfin, je veux dire, on parle de NIO, qui est une start-up qui a un peu bien grossi, mais qui est la 8e capitalisation boursière dans le monde. Donc on a en face de nous des gens qui vont avoir les moyens de leurs ambitions. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi en France des acteurs, en France et en Europe, des acteurs qui n'ont pas décidé non plus de laisser le marché pour les nouveaux entrants. C'est ça. Donc il va y avoir du sang. Le point de départ aussi, c'est de se dire le marché européen, il est quand même saturé. Enfin voilà, chaque pays a ses constructeurs historiques, donc il faut arriver à se faire connaître, c'est ça aussi l'idée. Bien sûr, et puis l'électrique, tout le monde est sur ce créneau maintenant. C'est vrai que les constructeurs très installés en France, en Allemagne, les pionniers qu'on connaît sont déjà bien en place sur l'électrique. Il y a plein de modèles qui vont arriver. Il y a pas mal d'écueils, c'est-à-dire que si on passe à l'électrique, est-ce qu'on va passer
à l'électrique d'une marque qu'on ne connaît pas, en l'occurrence chinoise, ou d'une marque assez installée qui peut être rassurante. Mais les marques chinoises ont peut-être un atout à jouer, qui est la refonte de la distribution, avec quand même des concessionnaires qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions, qui ont des difficultés avec les constructeurs historiques avec lesquels ils travaillent, ils collaborent depuis de nombreuses années. Et il y a peut-être une rupture de confiance aujourd'hui entre concessionnaires indépendants et constructeurs européens, qui va peut-être profiter à d'autres acteurs, pourquoi pas chinois, qui pourraient soutenir des réseaux de concessionnaires en leur apportant à la fois du volume supplémentaire et peut-être des services autour de la technologie. Donc il y a une carte à jouer et c'est peut-être une bonne période, sans doute meilleure que si vous les avez voulu s'implanter il y a 5 ans. Et est-ce qu'il y a un côté un peu urgence aussi pour les constructeurs chinois avec ils ont de l'avance sur les batteries, sur pas mal de choses. L'Europe va essayer de rattraper son retard. Il y a des usines de batteries qui vont arriver 2022, 2023, 2024, 2025. Est-ce que c'est aussi maintenant pour eux la fenêtre de tir de se faire connaître parce qu'il y aura des besoins sur l'électrique, parce qu'il y a des normes, vous l'avez dit. Est-ce que il y a une sorte d'urgence pour se faire connaître, pour se développer? Je pense qu'il y a un moment particulier dans l'histoire. Je veux dire, la bascule vers l'électrique, elle n'est pas voulue par l'économie, elle est voulue par la réglementation. Ouais. Donc, quelque part, ils arrivent dans un calendrier qui est de toute manière va être autoréalisateur. Donc oui, il y a ce moment-là. Ils n'arrivent pas en proposant arriver avec le bon produit, le bon pricing, à un moment où on sait que de toute manière le marché basculera de gré ou de force. Ouais. C'est une fenêtre historique et totalement singulière. Et cette avance justement sur la batterie, c'est des choses qui sont forcément des points forts pour eux à ce stade? L'avance sur la batterie, ça peut se débattre. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques et les produits proposés, en termes d'autonomie, il n'y a pas de pénurie de batterie non plus, donc le fait de produire, ouais, c'est pas. Alors, ils ont des proximités avec les constructeurs de batteries, mais en termes de qualité produit, on n'est pas sur des autonomies qui sont beaucoup plus grandes. Au contraire, en fait, on voit que l'économie, elle se fait aussi sur la batterie. Donc finalement, on est plutôt sur la technologie qui entoure le véhicule que sur la batterie en tant que telle. Ouais. Et donc là, on peut dire qu'une autonomie moyenne, par exemple MG, est-ce que ça va convaincre? Et là, c'est le prix en fait qui va aider. Ouais, c'est le prix plus un réseau de distribution qui est quand même assez important maintenant, 60 points de vente. Oui, c'est ça, oui, ou peut-être même 80, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu une nouvelle annonce très récente, mais effectivement, parce qu'ils avaient aussi dans un premier temps peut-être tenté le côté en ligne, et finalement, ils se sont plutôt adossés à quelque chose de plus classique, on va dire. On tâtonne aussi, c'est ça, c'est normal. Ils sont en train d'arriver, José Bagdad, on va voir des évolutions comme ça. Ils apprennent le marché, le découvrent, et ils vont payer un peu pour apprendre à découvrir le marché, donc faire des erreurs, comme des constructeurs européens ont fait des erreurs en allant sur le marché chinois. Donc ça arrive aussi au marché chinois de faire des erreurs. Ils vont payer, mais ils ont un certain nombre d'avances technologiques. Moi, je pense que sur la partie batterie, peut-être il n'y a pas d'avance très forte, mais en termes de sourcing, la capacité à pouvoir mobiliser beaucoup plus facilement un écosystème qu'en Europe, ils souffrent moins aussi des ruptures sur les chips, tout c'est la partie électronique. Donc c'est un moyen de pouvoir aller à l'échelle très rapidement. Je pense que leur enjeu d'abord est de gérer leur marché domestique pour être assez fort localement pour pouvoir s'exporter. On aura assez peu de marques chinoises qui seront dans l'air sans avoir une assise domestique très forte. Donc ils sont très concentrés encore aujourd'hui sur cette guerre économique qu'ils affrontent sur le marché local. Donc là, on a fait évidemment un focus France-Europe. Est-ce que aux États-Unis, on sait un peu sur les ambitions, les possibilités de constructeurs chinois aux États-Unis, Guillaume Crenel? Je pense que la période actuelle se double d'une complexité géostratégique qui fait que je dirais que les règles du jeu conventionnelles ne sont pas très claires aujourd'hui. Ouais. Donc le marché américain, il est plus gros, il est plus facile dans l'absolu. Il ne faut pas oublier que le marché européen, c'est probablement le marché le plus compétitif au monde. Hein. Donc quand on sort de chez soi, venir tout de suite en Europe, c'est peut-être pas le choix le choix numéro un. Donc non, les États-Unis, c'est évidemment un terrain d'expérimentation et un endroit où culturellement on peut scaler plus facilement puisqu'on a un marché de 250 millions de personnes d'un coup. Donc oui, maintenant il y a un certain nombre de relations entre les pays qui font que probablement il faudra attendre que l'agenda stratégique des différents pays soit arrêté. D'autres considérations. Peut-être pour revenir, Laurent Morard, sur l'aspect nombre de voitures vendues, voitures chinoises, 2020-2021, c'est encore un très faible pourcentage sur l'Europe. C'est quelques milliers. Oui, alors en 2020, c'était 32 000. Donc, sur l'Europe, hein. Sur l'Europe.
sur l'Europe. En fait, si on regarde les marques chinoises dans le monde, le pourcentage de ce que représente l'Europe, c'est 0,2%. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait plus de 2-3%, même à horizon 2030. Donc c'est dire, voilà, si ça représente peu pour eux, mais c'est quand même un marché intéressant et où effectivement les réglementations amènent à ce que l'électrique soit plus, plus avec présent. L'augmentation forcée, on l'a dit, du nombre de voitures électriques, il y aura forcément... C'est le moment ou jamais, effectivement, pour eux de se lancer. Après, ce ne sera pas révolutionnaire, je pense, comme volume. Comme ce qu'on a pu voir pour les Coréens, je pense que pour ces marques-là, ce sera un peu moins important. Ouais. Alors, pas de déferlante à ce stade. En tout cas, on a vu les enjeux. Et puis, on reviendra d'ici quelques mois pour voir un petit peu comment tout cela évolue. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV. À bientôt.